Ma femme a ridiculisé ma virilité lors d'une retraite pour couple, jusqu'à ce que la thérapeute me demande mon numéro, et qu'elle voit son mariage s'effondrer sous ses yeux. Pendant des années, j'ai accepté des critiques qui m'ont fait douter de qui j'étais. Mais rien ne m'avait préparé à ce qu'elle allait faire devant tout le monde. Et encore moins à ce qui est arrivé quand quelqu'un, enfin, m'a regardé autrement. Ce n'était pas de l'amour. Ni du désir. C'était quelque chose de bien plus dangereux pour ce qu'il restait de notre mariage. Le son de son rire résonne encore dans mon esprit. Pas ce rire doux et chaleureux dont je suis tombé amoureux, mais ce rire cruel et moqueur qui était devenu monnaie courante dans notre mariage. Jamais je n'aurais imaginé être assis sur le siège passager de notre SUV, en route pour une retraite de couple qui avait coûté l'équivalent de 3 mois d'économie. Tout ça parce que je ne me souvenais même plus de la dernière fois où nous avions eu une conversation qui ne se terminait pas avec moi me sentant comme une merde. Les disputes étaient devenues notre routine ces 2 dernières années. De petites querelles se transformaient en attaques personnelles où elles détruisaient tout chez moi, mes choix de carrière, mon corps et, plus récemment, même les aspects les plus intimes de ma virilité. Au début, ce n'était que des remarques discrètes, mais cela a empiré, devenant de plus en plus public et humiliant. Le mois dernier, lors du dîner de son entreprise, elle a fait une blague sur mes limitations, laissant ses collègues visiblement mal à l'aise, évitant mon regard tout le reste de la soirée. « Tu es trop sensible », disait-elle chaque fois que je la confrontais. « C'est juste une blague. T'as pas la peau plus dure que ça ?» Mais la douleur dans ma poitrine racontait une autre histoire. Chaque commentaire arrachait un morceau de ma confiance en moi. L'homme qu'elle avait épousé, ambitieux, sûr de lui, passionné, disparaissait peu à peu, laissant place à quelqu'un qui doutait de chaque décision, de chaque mot. Le GPS annonça que notre sortie approchait. Le centre de la retraite se trouvait dans les montagnes, à 3 heures de la banlieue où nous avions bâti notre vie. Le dépliant promettait des expériences transformatrices et une reconnexion intime à travers des techniques de thérapie innovantes. Je ne savais pas exactement à quoi m'attendre, mais je savais qu'il fallait que quelque chose change. « Tu as pensé à prendre mes bottes de randonnée ?» demanda-t-elle, brisant le silence tendu qui régnait dans la voiture depuis notre dispute à cause du départ tardif. « Oui, elles sont dans le sac bleu, répondis-je, les yeux rivés sur la route sinueuse. J'avais tout vérifié 3 fois avant de charger la voiture, sachant que le moindre oubli deviendrait une nouvelle arme contre moi. Le centre de la retraite apparut au détour d'un virage. Un imposant chalet en bois, avec de grandes baies vitrées reflétant les pins alentours. Quelques couples déchargeaient déjà leurs valises, certains riaient ensemble, d'autres gardaient la même distance tendue que je ressentais dans notre voiture. « Bon, au moins c'est bien isolé, dit-elle. Une semaine entière coincée ici. J'espère que cette fois tu participeras vraiment. » J'y ravale ma réponse, me rappelant les conseils de notre thérapeute, choisis tes batailles avec sagesse. Cette retraite était ma dernière tentative désespérée de sauver ce qu'il restait de notre mariage. 7 jours de thérapie de couple intensive, d'activités en plein air et de discussions guidées pour tenter de reconstruire notre intimité. Un nœud se forma dans mon estomac à l'idée d'être à nouveau humilié en public, cette fois devant des inconnus. En me garant, je remarquai une femme qui accueillait les couples arrivants. Il y avait quelque chose dans sa présence, confiante mais bienveillante, qui attira mon attention. Elle se déplaçait avec aisance parmi les invités, tenant une planchette sous le bras, serrant des mains avec assurance et offrant des sourires sincères. « Ça doit être la thérapeute principale, murmurai-je, plus pour moi que pour ma femme. Espérons qu'elle soit meilleure que la dernière, qui ne voyait pas à quel point tu étais irrationnel surtout, rétorqua-t-elle. Je pris une profonde inspiration et coupai le moteur. L'air des montagnes remplit mes poumons, frais, pur, revigorant. Pendant un instant, j'ai osé avoir de l'espoir. Peut-être que cet endroit, cette semaine, ces professionnels, pourraient nous aider à retrouver notre chemin, ou du moins, m'aider à retrouver le mien. La thérapeute principale se retourna alors que nous approchions. Son regard était perçant, attentif. Elle tendit la main. « Bienvenue à la retraite nouveau départ. Je suis la conseillère principale en relation ici. Vous devez être le couple du groupe d'inscription C. » Ma femme fit un pas en avant, activant le charme qu'elle réservait aux personnes influentes. « Oui, c'est nous. On a entendu beaucoup de bien de votre programme. » Le regard de la thérapeute s'attarda sur moi un peu plus longtemps que la normale. Son expression suggérait qu'elle avait déjà perçu quelque chose d'important rien qu'à travers cette brève interaction. Je me demandais ce qu'elle avait bien pu voir. Un autre mariage en ruine ?
Ou peut-être quelque chose de plus précis dans notre dynamique? La séance d'accueil commence dans 30 minutes dans le salon principal, dit-elle, d'une voix douce mais autoritaire. D'ici là, sentez-vous libre de vous installer dans votre chalet. Les dossiers d'information vous y attendent. En marchant vers le chalet qui nous avait été attribué, j'ai remarqué qu'elle nous observait encore, prenant des notes sur sa tablette. Il y avait quelque chose dans son attention qui me rendait nerveux, mais d'une certaine manière, cela me réconfortait aussi. Enfin, quelqu'un prêtait vraiment attention. Vraiment attention à ce qui se passait entre nous. Je ne pouvais qu'espérer être prêt pour la vérité que cette semaine allait révéler. Le salon principal était chargé d'une énergie nerveuse pendant que 12 couples prenaient place en cercle, dans des fauteuils confortables. Nos dossiers de bienvenue contenaient le programme de la semaine, les règles de base, et une série de questionnaires que nous remplirions durant le séjour. Je feuilletais les papiers pendant que ma femme discutait avec le couple à côté, un homme d'affaires et sa compagne bien plus jeune, qui semblait elle aussi mal à l'aise. Commençons par les présentations, annonça la thérapeute principale, captant immédiatement l'attention de tous. Je vais vous accompagner tout au long de ce voyage, aux côtés de mes collègues. Elle fit un geste vers 2 autres professionnels assis de l'autre côté du cercle. Notre objectif ici n'est pas de réparer qui que ce soit, mais de créer un espace pour une communication honnête et une véritable reconnexion. Au fur et à mesure que les couples se présentaient, je commençais à percevoir certains schémas, ceux qui semblaient trop enthousiastes, presque forcés dans leur perfection, ceux qui étaient hostiles, incapables de finir une phrase sans se contredire, et ceux qui, silencieux et abattus, ne se regardaient presque plus. Je me suis demandé où nous nous situions sur cette échelle de désintégration. Quand ce fut notre tour, ma femme serra ma main. Un geste d'affection publique qui m'a semblé étrange après tant de mois de froideur. Nous sommes mariés depuis 7 ans, commença-t-elle, avec ce charme bien rodé. Nous sommes ici parce que nous avons perdu notre connexion, et nous voulons la retrouver. Sa version, aseptisée, de nos problèmes me fit me tortiller sur ma chaise. La thérapeute principale croisa mon regard, comme si elle avait déjà perçu la vérité non dite. Et vous, qu'espérez-vous retirer de cette retraite, plus précisément? Me demanda-t-elle directement. Avant même que je ne puisse répondre, ma femme prit les devants. Il a besoin de retrouver sa confiance en lui. Ces derniers temps, il est tellement passif. Ça affecte tout. Elle eut un petit rire. Parfois, j'ai l'impression d'avoir épousé un lion, et de vivre maintenant avec un chat domestique. Quelques hommes dans le cercle rirent, un peu gênés, pendant que leurs compagnes échangeaient des regards complices. Une chaleur monta le long de mon cou pendant que la honte, si familière, s'installait de nouveau en moi. J'aimerais tout de même vous entendre, insista la thérapeute, gardant son attention sur moi malgré l'interruption. Je me raclai la gorge. Je veux apprendre à être entendu, dis-je simplement, surpris par ma propre honnêteté. La thérapeute acquiesça, pensive. Un bon point de départ. Le premier exercice consistait à diviser les groupes. Les hommes avec le thérapeute masculin, les femmes avec l'assistante. La thérapeute principale circulait entre les pièces, observant tout. Dans notre groupe, les hommes commencèrent, d'abord à contre-cœur, à partager des frustrations similaires aux miennes, se sentir dévalorisés, incompris, et privés de leur virilité. La société nous dit d'être vulnérables, puis nous punit pour l'avoir été, dit l'un d'eux, avec amertume. Des murmures d'approbation parcoururent le groupe. Quand la thérapeute entra dans la salle, l'atmosphère changea. Elle s'adossa contre le mur, écoutant chaque témoignage avec attention. Quand ce fut mon tour, je parlais des critiques constantes sans entrer dans les détails les plus intimes et humiliants. Il semble que votre estime de vous-même soit devenue dépendante de l'approbation de votre partenaire, observa-t-elle. Ce n'est pas normal, dans un mariage? Demandai-je. L'interdépendance est saine. La soumission émotionnelle, non. Ces mots m'atteignirent en plein cœur. Votre valeur existe indépendamment de sa reconnaissance. Au moment du dîner, les groupes furent réunis. L'ambiance avait changé. Certains couples semblaient plus proches. D'autres conservaient la distance prudente habituelle. Ma femme était étrangement silencieuse, repoussant le saumon dans son assiette et évitant mon regard. « De quoi vous avez parlé, pendant la séance ?» demandai-je, en tentant d'ouvrir la conversation. « Rien d'important. On s'est juste plaindre des habitudes agaçantes de nos maris, dit-elle, en forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Et vous? Vous avez râlé sur vos femmes exigeantes?
On a parlé des schémas de communication, répondis-je, refusant la provocation. De l'importance de parler sans juger. Elle souffla bruyamment. Ils vous ont greffé une colonne vertébrale pendant l'atelier? Je reposai ma fourchette, soudain épuisé. J'essaie, tu sais. Toute cette idée de retraite, c'était la mienne, tu te souviens? Oui. Encore une solution coûteuse, au lieu de simplement redevenir l'homme que j'ai épousé. La thérapeute passa près de notre table juste au moment où le commentaire de ma femme s'achevait. Elle fit une pause presque imperceptible. Son expression était neutre, mais d'une certaine façon, attentive. Tout se passe bien avec le dîner? N'oubliez pas, à 20 heures, nous avons notre exercice de visualisation, dit-elle avant de poursuivre son chemin. Après son départ, ma femme se pencha au-dessus de la table. On dirait qu'elle a un intérêt particulier pour nos conversations. Elle fait son travail, répondis-je. Même si, moi aussi, j'avais remarqué. Il y avait chez elle une attention différente quand il s'agissait de nous, quelque chose de plus soigneux, de plus présent que pour les autres couples. L'exercice du soir consistait à écrire des lettres à notre moi, du passé, celui qui entamait la relation. Pendant que j'écrivais des avertissements à cette version pleine d'espoir et de confiance de moi-même, je sentis la présence de la thérapeute derrière ma chaise. Elle se pencha légèrement et lut mes mots par-dessus mon épaule. Une perspective intéressante, murmura-t-elle. Peut-être devrions-nous prévoir une session individuelle demain. Parfois, il faut apprendre à se comprendre soi-même avant de pouvoir être compris par quelqu'un d'autre. J'acquiesçai, surpris à la fois par la suggestion et par l'élan d'enthousiasme qu'elle provoqua en moi. Pour la première fois depuis notre arrivée, je ressentis autre chose que de la résignation. Un mince espoir qu'enfin, quelqu'un puisse vraiment me voir, pas juste la version amoindrie de moi-même que ce mariage avait construite. Alors qu'elle s'éloignait, je vis ma femme observer notre interaction. Ses yeux se plissèrent d'une expression que je ne parvins pas à identifier tout de suite, mais que je reconnus comme dangereuse. La lumière du matin traversait les pins pendant que je marchais jusqu'au petit bureau où aurait lieu ma session individuelle. Curieusement, ma femme s'était montrée étonnamment favorable à l'idée, ce qui ne faisait qu'augmenter ma méfiance. « Vas-y, avait-elle dit au petit déjeuner. Peut-être qu'ils réussiront à réparer ce qui cloche chez toi. » Ces mots étaient chargés de ce venin habituel, mais j'étais déjà en train de m'en anesthésier. La thérapeute principale m'accueillit à la porte, indiquant un fauteuil confortable de l'autre côté de son bureau. L'ambiance était chaleureuse. Des étagères pleines de livres de psychologie, de grandes fenêtres donnant sur les montagnes, et, curieusement, aucun de ces divans classiques de psychanalystes. « Merci d'avoir pris ce temps, dis-je en m'asseyant. Je prends le temps quand je vois quelqu'un prêt à entamer un véritable changement, répondit-elle en s'installant en face de moi. Les exercices d'hier ont révélé certains schémas qu'il serait utile d'explorer. Durant l'heure suivante, nous avons parlé de ma vie avant le mariage. De la confiance que j'avais dans ma carrière. De la façon dont je m'investissais avec assurance dans mes relations. De mon optimisme. Puis, nous avons commencé à creuser, avec un soin méticuleux, la manière dont tout cela avait peu à peu disparu. Elle prenait des notes de temps en temps, mais la plupart du temps, elle gardait les yeux rivés aux miens, quelque chose d'inconfortable, mais nécessaire. Quand avez-vous réalisé, pour la première fois, que vous deveniez plus petit dans votre mariage? Demanda-t-elle. La précision de sa question me prit au dépourvu. Plus petit. C'était exactement ce que je ressentais. C'est ça, l'effacement émotionnel. On se rabaisse pour tenir dans l'espace que l'autre nous laisse ou pour ne pas menacer le contrôle qu'il réclame. Je décrivis les premières années. Les critiques subtiles qui, au début, semblaient constructives. Les blagues à mes dépens que j'acceptais pour paraître détendu. L'éloignement progressif de mes amis, qu'elle jugeait pas assez bien. Et les critiques plus intimes? Demanda-t-elle avec précaution. Quand ont-elles commencé? Un frisson parcourut ma nuque. Il y a environ 2 ans. Après une promotion au travail. Ma promotion, pas la sienne. Intéressant, cette coïncidence. Le succès éveille souvent l'insécurité chez les partenaires qui ont besoin de contrôle. Je n'avais jamais envisagé les choses ainsi. Je croyais qu'elle serait fière de moi. Parfois, ce qui ressemble à du mépris est en réalité de la peur, expliqua-t-elle. Votre succès a menacé la dynamique de pouvoir qu'elle avait établie. Nous avons exploré des territoires douloureux, les critiques dans l'intimité,
les humiliations en public, le démantèlement progressif de ma confiance en moi. Ce que vous décrivez, c'est du mépris émotionnel, affirma-t-elle, avec objectivité. Sans jugement. Sans surprise. Juste, une reconnaissance claire. Un homme ne peut pas subir ce genre d'attaque, répliquai-je presque mécaniquement. Une phrase que j'avais entendue bien trop souvent. C'est précisément cette croyance culturelle qui enferme tant d'hommes dans des relations destructrices, dit-elle, doucement. L'impact psychologique n'est pas moindre à cause de votre genre. Quelque chose céda en moi. Un barrage. Une douleur contenue depuis des années, que je ne pouvais plus ignorer. Je n'avais pas pleuré devant quelqu'un depuis l'enterrement de mon père, il y a 8 ans. Mais là, les larmes vinrent. Silencieuses. Incontrôlables. Elle attendit en silence. Et me tendit des mouchoirs, sans un mot. Quand j'ai réussi à me ressaisir, elle se pencha légèrement vers l'avant. J'ai remarqué quelque chose chez vous que vous avez peut-être oublié, dit-elle. Vous avez une grande intelligence émotionnelle et une résilience incroyable. Le fait d'avoir pris l'initiative de venir à cette retraite, d'être ici maintenant, en train d'affronter ce processus difficile, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ces paroles tombèrent sur moi comme une pluie bienfaisante sur une terre aride. Je ne me souvenais plus de la dernière fois que quelqu'un avait vu en moi une force et non un défaut. Ce que votre épouse appelle de l'inadéquation, moi, je le vois comme de la sensibilité. Ce qu'elle interprète comme de la faiblesse, je le reconnais comme de l'empathie. Elle jeta un œil à ses notes. Vos collègues doivent apprécier ces qualités dans votre manière de diriger. Comment savez-vous que j'ai un poste de direction ? Vous avez mentionné votre promotion. Mais en plus de cela, vous parlez comme quelqu'un qui a l'habitude de considérer plusieurs points de vue. C'est rare. Et précieux. Nous avons terminé la séance avec des stratégies concrètes, comment poser des limites, comment réagir aux humiliations publiques, des phrases pour interrompre les schémas négatifs, et, peut-être le plus important, la permission de donner la priorité à mon bien-être émotionnel. J'aimerais observer vos interactions de plus près pendant les exercices de groupe, dit-elle, alors que je me levais. Avec votre accord, bien sûr. Ce serait utile, répondis-je, surpris par la légèreté que je ressentais après une seule conversation. Alors que j'atteignais la porte, elle ajouta. Juste une chose de plus, la retraite suit une politique de confidentialité. Tout ce que nous discutons ici reste entre nous, sauf si vous souhaitez le partager. J'acquiesçai, reconnaissant. Je savais que ma femme allait m'interroger sans relâche. De retour à notre cabane, je trouvai ma femme en train de m'attendre. Posture rigide, bras croisés. Alors, ta petite thérapie privée ? Dit-elle, avec un ton qui insinuait clairement qu'il s'était passé quelque chose d'inapproprié. C'était utile, répondis-je simplement, en utilisant une des techniques apprises pendant la séance. On a identifié certains schémas de communication à travailler. Elle t'a dit quel était ton problème ? Répliqua-t-elle, le ton chargé d'accusation. On dirait que c'est sa spécialité avec les maris d'ici. En réalité, on s'est concentré uniquement sur mes réactions, pas sur toi, répondis-je, détournant la conversation. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais ça permettait d'éviter le conflit. Ma femme sembla mécontente de la réponse, mais ne trouva pas de faille à exploiter. L'exercice de confiance en groupe commence dans 20 minutes, dit-elle enfin. Essaie de ne pas nous faire honte. En marchant vers la salle principale, je repensais aux paroles de la thérapeute sur la force et l'intelligence émotionnelle. Pour la première fois depuis des années, j'ai envisagé que peut-être, le problème n'était pas mon insuffisance supposée, mais bien la toxicité de la relation elle-même. Cette révélation était à la fois terrifiante et libératrice. Comme découvrir une porte dans une pièce où je pensais qu'il n'y en avait pas. Je ne savais pas encore si j'aurais le courage de la franchir, mais savoir qu'elle existait, changeait tout. L'exercice de l'après-midi était conçu pour exposer nos vulnérabilités. Les couples étaient assis face à face, répondant à des questions de plus en plus personnelles, fournies par les thérapeutes. Chaque duo était suffisamment éloigné pour garantir une certaine intimité, mais l'énergie dans la salle était palpable, des vagues d'émotions parcouraient l'espace à mesure que les révélations s'enchaînaient. Certains couples se tenaient la main avec solidarité. D'autres gardaient une distance prudente. Ma femme et moi étions assis sur des coussins de méditation, jambes croisées, nos genoux presque en contact, mais sans jamais se toucher. Les thérapeutes principaux circulaient entre les couples, s'arrêtant parfois pour observer ou offrir des conseils. Lorsque la thérapeute s'approcha de notre zone,
je remarquai que ma femme redressa la posture et adoucit la voix, essayant de paraître plus affectueuse et impliquée. Rappelez-vous, dit la thérapeute à tout le groupe, cet exercice n'est pas une performance, ni l'occasion de dire ce que l'autre veut entendre. Il s'agit d'une communication authentique. Peut-être de dire des choses que vous n'avez jamais exprimées à voix haute. Ma femme força un sourire. Nous avons toujours été doués pour l'honnêteté, n'est-ce pas? L'ironie ne m'échappa pas, mais j'hochai quand même la tête. Les premières questions étaient simples, premières impressions, souvenirs préférés, moments de fierté dans la relation. Ma femme excellait dans la mise en scène, racontant des anecdotes qui peignaient notre mariage comme un chef-d'œuvre, surtout lorsqu'elle remarquait que la thérapeute était à proximité. Puis vinrent les thèmes plus difficiles. Une des cartes disait: partagez quelque chose à propos de vous qui vous fait honte, quelque chose que votre partenaire ne comprend peut-être pas entièrement. Ma main tremblait légèrement en lisant la question à haute voix. Ma femme répondit la première, évoquant des insécurités au travail et une vulnérabilité soigneusement construite, qui, en réalité, ne faisait que mettre en valeur ses réussites. Quand ce fut mon tour, j'hésitai. Je pesais combien d'honnêteté j'étais prêt à dévoiler. J'ai honte de ce que je suis devenu, ai-je commencé. De la façon dont j'ai laissé ma place se réduire dans notre relation. Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, j'avais confiance en mon jugement. Je me sentais sûr de mes décisions, bien dans ma peau. Maintenant, je doute de tout. Elle a soufflé bruyamment. Donc ton insécurité, c'est ma faute? J'ai remarqué la thérapeute principale s'approcher, faisant semblant de prendre des notes tout en écoutant clairement notre échange. Je ne blâme personne, ai-je répondu prudemment. Je réponds juste à la question. À propos de ma honte de ne pas m'être défendu quand j'aurais dû. Te défendre de quoi? De moi qui te soutiens? De moi qui t'encourage à être meilleur. Sa voix est montée, attirant l'attention des autres couples autour. La carte suivante posait la question des besoins non satisfaits dans la relation. Je me suis préparé au coup. J'ai besoin d'un partenaire qui ne soit pas aussi fragile, a-t-elle dit, d'une voix plus forte que nécessaire. Quelqu'un qui ne se dégonfle pas à la moindre critique. Quelqu'un qui agisse comme un homme, dans tous les domaines de la vie. Ces derniers mots s'accompagnaient d'un regard tranchant. Le message était clair. La chaleur est montée le long de mon cou en sentant les regards gênés des autres participants. La thérapeute ne faisait plus semblant. Elle nous observait désormais directement, avec attention. Ta réponse semble contenir des critiques plutôt que l'expression de tes besoins, fit-elle remarquer en s'avançant. Peux-tu reformuler en disant ce dont tu as vraiment besoin? Le sourire de ma femme n'atteignait pas ses yeux. J'ai besoin de force, physique et émotionnelle, chez mon partenaire. Ça va? Peut-être, répondit la thérapeute calmement. Mais il est bon de se rappeler que la force peut se manifester de bien des façons, au-delà des formes conventionnelles. Après cette démonstration, il aurait été facile pour moi de me replier. De donner une réponse prudente. Mais quelque chose en moi avait changé. J'ai besoin de respect, ai-je dit simplement. Pas seulement en public, mais aussi en privé. J'ai besoin de me sentir valorisé, pas constamment jugé et considéré comme insuffisant. Ma femme leva les yeux au ciel. C'est exactement. S'il vous plaît, laissez-le terminer, l'interrompit fermement la thérapeute. J'ai besoin d'être vu comme une personne entière, ai-je poursuivi, surpris par la fermeté de ma propre voix. Et j'ai besoin qu'on reconnaisse que la masculinité ne se mesure pas selon des standards arbitraires, ou des attributs physiques. C'est un besoin profond, dit la thérapeute avec un léger hochement de tête encourageant être accepté dans son entièreté, plutôt que réduit à des rôles ou des performances. Le visage de ma femme rougit de colère. Donc maintenant, vous êtes de son côté. Je croyais que les thérapeutes devaient être neutres. Soutenir l'expression sincère des besoins n'est pas prendre parti, répondit la thérapeute calmement. C'est faciliter une communication honnête, et c'est exactement mon rôle ici. La tension entre elles était indéniable. Peu après, ma femme se leva, prétextant un mal de tête nécessitant du repos dans notre cabane. Alors que les autres couples poursuivaient l'exercice, la thérapeute s'approcha de moi. Ça a demandé du courage, dit-elle à voix basse. Ça ne ressemblait pas à du courage. Plutôt à du désespoir. Souvent, les deux vont de pair. Elle consulta sa montre. Nous avons une activité en plein air ensuite, mais si vous préférez un moment pour digérer ce qui vient de se passer, c'est tout à fait compréhensible.
En réalité, je crois qu'une distraction me ferait du bien, ai-je admis. L'activité consistait en une marche en pleine nature centrée sur la pleine conscience, et les couples furent séparés délibérément pour favoriser la réflexion individuelle. En nous réunissant près du début du sentier, je remarquai que la thérapeute principale organisait discrètement l'ordre de la marche, me plaçant dans son groupe, tandis que ma femme était confiée à une autre collègue. Pendant la promenade, notre conversation resta professionnelle, mais elle fit parfois des remarques d'une justesse troublante. Remarquez comme tout semble plus clair quand vous ne regardez plus le monde à travers les attentes d'autrui, dit-elle alors que nous nous arrêtions pour observer la vallée au loin. Après le dîner, auquel ma femme ne participa pas, la soirée se termina par une méditation guidée. À la fin, tandis que les participants regagnaient leur cabane, la thérapeute principale me rejoignit dans le hall. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle, d'un ton professionnel adouci par une vraie préoccupation. « Mieux que ce que j'aurais cru, avouai-je. Mais retourner à la cabane, c'est comme entrer dans une tempête. » Elle acquiesça avec compassion. Parfois, c'est au cœur de l'ouragan que se produit la plus grande transformation. Elle hésita un instant, puis sortit son téléphone. « Je ne fais normalement pas ça avec les participants, mais vu l'intensité de votre situation. » Elle me tendit son téléphone avec une fiche de contact ouverte. « C'est mon numéro professionnel. Si les choses dégénèrent cette nuit, envoyez un message. Uniquement cette semaine, tant que vous êtes sous notre encadrement. » Alors que je tapais mes informations, nos doigts se frôlèrent brièvement, un contact innocent, mais qui sembla chargé de sens. Elle reprit son téléphone avec un sourire rassurant. « Merci, dis-je, sans parler uniquement du numéro. Vous faites un travail important ici, répondit-elle. Bien plus que ce que votre épouse est capable de voir. Ce que ni elle ni moi ne remarquâmes, c'est que ma femme observait depuis le couloir sombre. Son visage s'était durci en assistant à notre échange. Le chalet était plongé dans l'obscurité à mon retour, à l'exception d'une petite lampe dans un coin. Ma femme était assise dans l'ombre, sa silhouette tendue, la tension évidente dans son corps. Je me préparais au conflit que je savais imminent. « Tu as bien profité de ta petite conversation privée avec la thérapeute ?» Sa voix dégoulinait d'accusation. Elle vérifiait comment je me sentais après l'exercice, répondis-je calmement, en utilisant les techniques d'ancrage que j'avais pratiquées. Son travail est de soutenir les participants dans les moments difficiles. Et échanger des numéros fait partie de ce soutien professionnel. Elle se leva de sa chaise, les bras croisés. « Ne prends pas mon intelligence pour une insulte. Je vous ai vu. » L'ancien moi aurait bredouillé des excuses, demandé pardon encore et encore, tenté désespérément de l'apaiser. À la place, je posai ma bouteille d'eau sur la table et la regardai droit dans les yeux. Elle m'a donné son contact professionnel au cas où la situation dégénérerait ce soir. Vu comment tu as quitté la session, c'était une précaution raisonnable. Ah, donc maintenant je suis une menace ? La méchante dans ta pauvre petite histoire de victime ? Elle rit amèrement. Tu as réussi à la charmer avec ton petit théâtre blessé, hein ? Au lieu de me défendre, je posais une question qui me hantait depuis la session. Pourquoi t'es-tu marié avec moi si tu me trouves aussi décevant ? La franchise de la question la prit de court. Elle cligna des yeux, silencieuse un instant. Tu n'étais pas comme ça avant, dit-elle enfin, la voix plus basse mais toujours accusatrice. Tu étais sûr de toi, ambitieux, tu prenais les choses en main. Maintenant tu doutes de tout. Et pourquoi, à ton avis ? Demandai-je doucement. Elle se mit à faire les 100 pas dans le petit chalet, l'agitation visible dans chacun de ses gestes. Mon père m'avait prévenu que les hommes changent après le mariage. Il disait que tu finirais par montrer ton vrai visage. Cette révélation fit tout s'éclaircir. Son père, un homme autoritaire, qui traitait sa femme comme un bibelot et l'humiliait ouvertement lors des réunions de famille. Un homme qui ne m'avait jamais accepté, malgré tous mes efforts. C'est ça, n'est-ce pas ? Demandai-je. Tu as peur que je devienne comme lui, si tu ne gardes pas le contrôle. Son expression confirma ma théorie avant même qu'elle puisse la nier. C'est ridicule, dit-elle. Tu déformes tout pour éviter de prendre tes responsabilités. Je n'évite rien. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé entre nous, répondis-je en désignant l'espace entre nous. On était une équipe, autrefois. Maintenant, j'ai l'impression d'être ton projet. Un projet décevant, d'ailleurs. Si tu étais plus décidé, plus affirmé, plus comme ton père. Je terminai pour elle.
Elle se recroquevilla comme si je l'avais giflée. Je ne suis pas comme lui. Ah non? Les critiques constantes, l'humiliation en public, le besoin de tout contrôler? Pour la première fois dont je me souvenais, je vis de la peur réelle dans ses yeux. Pas la peur de moi, mais de ce que mes paroles révélaient. Elle s'assit au bord du lit, la colère brièvement remplacée par quelque chose de plus vulnérable. Je ne veux pas devenir comme lui, murmura-t-elle. À cet instant, je ressentis une étincelle de compassion pour elle, pour la petite fille qui avait grandi en voyant sa mère rabaissée, qui s'était promis de ne jamais se retrouver dans cette position. Cela n'excusait pas son comportement, mais ça m'aidait à le comprendre. On s'est tous les deux perdus dans cette dynamique, dis-je en m'asseyant face à elle. Tu as tellement peur d'être contrôlée que tu es devenue celle qui contrôle. Une larme coula sur sa joue, la première émotion sincère que je voyais chez elle depuis des mois. Pendant un court instant, j'entrevis la femme dont j'étais tombé amoureux, enfouie sous des couches d'armure défensive. Peut-être que ce stage n'était pas une erreur, après tout, dis-je doucement. Peut-être qu'on avait besoin de voir ce qu'on était devenu. Nous avons parlé jusqu'à tard dans la nuit. Une vraie conversation, sans jeu de pouvoir ni défense automatique. Elle m'a confié des insécurités que je n'aurais jamais soupçonnées, des peurs qui motivaient son comportement cruel. J'ai reconnu comment mon évitement des conflits avait permis à ce schéma toxique de s'installer. Ce n'était pas une réconciliation totale, mais c'était notre première conversation honnête depuis des années. Le lendemain matin arriva l'exercice le plus difficile du stage, le miroir. Les couples devaient s'asseoir face à face et partager, devant le groupe, les forces et faiblesses qu'ils percevaient chez l'autre. Après les progrès de la nuit précédente, je m'approchai avec un optimisme prudent. Ma femme semblait plus calme, mais présente, quand nous avons pris place dans le cercle. Quand ce fut son tour de partager mes forces, elle me surprit avec des remarques sincères sur ma compassion et mon intégrité. Mais lorsqu'il fallut parler de mes faiblesses, les vieux schémas revinrent. Tu dois être plus assertive dans tous les domaines, dit-elle avec un regard incisif, laissant bien clair à tout le monde ce qu'elle voulait dire. Malgré notre conversation précédente, elle n'a pas résisté à l'envie publique de me rappeler et de rappeler aux autres mes prétendues faiblesses. J'ai remarqué que la thérapeute principale nous observait attentivement. Son visage gardait une neutralité professionnelle, mais ses yeux disaient quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. Quand ce fut mon tour, j'ai choisi de faire des remarques constructives sur notre communication, plutôt que de me livrer à des attaques personnelles. J'ai reçu un signe d'approbation de la part de la thérapeute. Après la séance, c'était la pause déjeuner. Ma femme s'est jointe à un groupe qui se dirigeait vers le réfectoire pendant que je restais pour aider à empiler les chaises. La thérapeute principale s'est approchée alors que la salle se vidait. Vous avez géré cela avec beaucoup de professionnalisme, dit-elle. Surtout compte tenu des circonstances. En fait, on avait eu un progrès hier soir, ai-je avoué. Mais ça ne s'est pas vraiment reflété dans la séance d'aujourd'hui. Le vrai changement prend du temps. Une seule conversation ne suffit pas à effacer des schémas anciens, elle hésita, puis ajouta, parfois, ce qui ressemble à un progrès n'est qu'un repli stratégique. Son avertissement faisait écho à une sensation que je n'arrivais pas à nommer, un soupçon que la vulnérabilité de ma femme avait été plus tactique qu'authentique. J'ai une séance individuelle disponible cet après-midi, si vous voulez en parler davantage, proposa-t-elle. J'en serais très reconnaissant, répondis-je, sincèrement touché par son soutien. Alors qu'elle mettait à jour l'agenda sur sa tablette, elle leva les yeux vers moi avec une expression qui, l'espace d'un instant, franchit la ligne du strictement professionnel. Dans un autre contexte, commença-t-elle, sans finir sa phrase. Ce n'était pas nécessaire. L'implication flottait entre nous, ni reconnue, ni niée. Je devrais retrouver ma femme, dis-je, bien que je n'ai aucune hâte de partir. Bien sûr, dit-elle en refermant la tablette et en la glissant sous son bras. Ah, et je n'ai pas pris votre numéro hier soir. Pour mes dossiers. Strictement professionnel, évidemment. Pendant que je récitais mon numéro, l'observant l'entrée dans son téléphone, j'ai réalisé que nous étions engagés dans une danse subtile autour de quelque chose qu'aucun de nous deux n'était prêt à nommer. Quand elle leva les yeux à nouveau, son expression professionnelle était revenue, mais son regard laissait deviner que notre connexion allait au-delà d'une simple relation thérapeute-patient. À 15 heures, alors, confirma-t-elle, se tournant avec un sourire aux multiples significations. Je me dirigeai vers le réfectoire, l'esprit tourmenté par des émotions contradictoires. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vu et valorisé, pas comme un projet à réparer, mais comme une personne digne de respect.
Le fait que cela vienne de quelqu'un d'autre que ma femme était à la fois troublant et grisant. La séance de l'après-midi avec la thérapeute principale n'eut jamais lieu. Alors que je m'approchais de son bureau, ma femme m'intercepta dans le couloir, les yeux brillants d'une émotion que je ne reconnus pas immédiatement. « Ah, te voilà, dit-elle, en entrelaçant son bras au mien dans un geste inhabituel. Je te cherchais partout. Le groupe de randonnée part dans 10 minutes. J'ai pensé qu'on pourrait y aller ensemble. » Son enthousiasme soudain sonnait faux après la tension du matin. « J'ai une séance individuelle prévue, expliquai-je. » Annule, insista-t-elle en serrant plus fort mon bras. Ce séjour est censé nous reconnecter, pas te donner plus de temps en tête-à-tête avec la thérapeute. L'emphase qu'elle mit sur le mot seul avait des implications claires. Avant que je ne puisse répondre, la thérapeute sortit de son bureau, observant la scène avec un regard rapide mais pénétrant. « Tout va bien ?» demanda-t-elle avec un ton professionnel, bien que ses yeux trahissent une réelle inquiétude. Le sourire de ma femme n'atteignait pas ses yeux. « Tout va très bien. Je disais simplement à mon mari qu'on devrait faire la randonnée ensemble, en couple. » Elle se tourna vers moi. « N'est-ce pas, chérie ?» Ce surnom sonnait étrangement après des mois de froideur formelle entre nous. Je les regardai tour à tour, pris dans un tir à la corde qui semblait concerner une randonnée, mais qui était évidemment bien plus que cela. « Nous avions une séance prévue, rappela la thérapeute avec douceur. Mais la décision vous appartient entièrement. » Les doigts de ma femme se crispèrent sur mon bras. « La séance peut attendre. Un peu d'air frais nous fera du bien à tous les deux. » Quelque chose dans sa manière, un désespoir maîtrisé sous une façade de couple heureux, me poussa à céder. « On peut reprogrammer pour demain, dis-je à la thérapeute. » Elle acquiesça, le visage soigneusement neutre. « Bien sûr. Ma porte reste ouverte si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Le regard lourd de sens que nous avons échangé n'échappa pas à ma femme, dont le sourire forcé se crispa encore davantage. La randonnée, en soi, était magnifique mais tendue. Ma femme resta collée à moi tout le temps, me tenant la main sur les portions plates, s'accrochant à mon bras dans les montées, s'assurant que tous les autres couples voient notre supposée proximité. Sa conversation semblait répétée, remplie de blagues internes et de souvenirs attendrissants, comme si nous jouions une pièce de théâtre. « Tu te souviens de notre lune de miel dans les montagnes du Colorado ?» demanda-t-elle à haute voix en arrivant à un belvédère. « Tu étais tellement attentionné, toujours à me donner de l'eau, à prendre ces photos au sommet des montagnes. » Oui, je m'en souvenais. Et je me souvenais aussi de la façon dont elle critiquait mes photos ensuite, disant qu'elle la rendait moche, que je ne savais pas prendre de bons angles. Alors que les autres couples se dispersaient pour profiter de la vue, elle m'attira sur le côté, et le masque joyeux tomba un instant. « Il se passe quoi entre toi et elle ?» murmura-t-elle avec dureté. « Rien d'inapproprié, répondis-je sincèrement. »« Ne me mens pas ? Je vois comment elle te regarde. Et comment tu te précipites à chaque séance. » Ses doigts se resserrèrent autour de mon poignet. « Tu nous fais passer pour des idiots. »« Ce n'est pas moi qui fais semblant, répondis-je calmement, en dégageant doucement mon bras. Et je ne mens pas. Elle a été professionnelle, mais bienveillante. Elle te veut, siffla ma femme. Ça se voit comme le nez au milieu du visage. Et toi, tu adores ça. L'attention, la validation. Elle rit, sèchement. Ça te fait te sentir plus homme ? Qu'une autre femme fonde pour toi ? L'ironie ne m'échappa pas. Ma femme, qui avait passé des années à démolir ma confiance en moi, s'inquiétait maintenant qu'une autre femme reconstruise ce qu'elle-même avait détruit. Ce n'est pas à propos d'elle, dis-je à voix basse. C'est à propos de nous. De comment on s'est traité. Son visage se glaça. Donc tout est de ma faute ? J'essaie de te pousser à devenir meilleur, et toi, au lieu d'évoluer, tu cours vers celle qui flatte ton ego. Ce vieux schéma de reproche et de diversion m'aurait autrefois fait me confondre en excuses. Mais cette fois, je restais ferme. Personne ne flatte rien. C'est juste que, pour la première fois depuis des années, on me traite avec un minimum de respect. Et le fait que ça paraisse si étrange, c'est justement ça, le vrai problème. Son visage rougit, de colère, de honte, peut-être les deux. Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre couple s'approcha en commentant la vue. Ma femme se transforma instantanément, se penchant vers moi avec affection et engageant la conversation avec eux sur un ton enjoué. Le reste de la randonnée suivit ce schéma, démonstration publique d'affection, reproches chuchotés en privé.
En rentrant au pavillon, je me sentais vidé, comme enveloppé dans un brouillard d'épuisement émotionnel. Le dîner ce soir-là était un événement collectif dans la grande salle. Ma femme se retira tôt, prétextant un mal de tête, me laissant seul à table. Je finissais mon café lorsque la thérapeute principale s'approcha, glissant dans le siège vide en face de moi. « Votre femme avait l'air troublée pendant la randonnée, observa-t-elle. Elle se sent menacée, avouai-je. Par moi, spécifiquement, dit-elle, pensive. Et vous, comment vous vous sentez face à cela? Confus. Partagé. Je fixais ma tasse vide. Une part de moi se sent soulagée d'enfin être vue pour ce qui se passe réellement. Mais une autre se sent coupable, comme si je la trahissais rien qu'en parlant de tout ça. C'est une réaction fréquente après une manipulation émotionnelle prolongée, dit-elle doucement. Ce n'est pas votre faute, mais ils vous la font porter quand même. La conversation glissa ensuite vers des sujets en dehors du contexte du retrait. Des thèmes neutres, et pourtant révélateurs d'une certaine complicité, vision du monde alignée, intérêts communs, valeurs partagées. Pendant 20 minutes, j'ai expérimenté ce que c'était qu'une interaction adulte, respectueuse, normale. Sans marcher sur des œufs, sans attendre le prochain reproche. Alors que nous nous levions pour quitter le réfectoire, elle effleura brièvement ma main. À propos de la séance reprogrammée pour demain. J'y serai, assurai-je. En fait, je voulais vous proposer qu'on se retrouve hors d'ici, dit-elle. Il y a un café en ville, à environ 15 minutes. Parfois, un changement de cadre aide les participants à s'exprimer plus librement. L'invitation flottait dans un entre-deux, cela pouvait être interprété comme professionnel ou personnel. Je répondis prudemment. Ça me semble utile. Quelle heure? J'ai une pause à 11 heures. Je peux vous envoyer l'adresse par message. Ses yeux rencontrèrent les miens, porteurs d'un sens impossible à ignorer. Avant que je ne puisse répondre, une voix s'éleva derrière nous. Vous envoyez des messages à vos patients, maintenant? C'est courant, comme pratique, chez les thérapeutes. Ma femme était là. Le mal de tête semblait envolé. Bras croisés, posture défensive. La thérapeute resta calme. Comme indiqué lors de l'orientation, nous offrons plusieurs canaux de communication pour ceux qui ont besoin de soutien entre les séances. Quelle attention délicate, répondit ma femme, le venin dans la voix. Et tous les participants reçoivent ce genre d'attention personnalisée, ou seulement les plus séduisants? La thérapeute se leva avec élégance. Je vais vous laisser discuter. N'oubliez pas, la séance de groupe commence à 9 heures demain matin. Lorsqu'elle s'éloigna, ma femme reporta sa colère sur moi. C'est humiliant. Tout le monde voit ce qui est en train de se passer. Quelque chose en moi a finalement cédé. Le barrage de patience, de soumission et de peur du conflit qui avait soutenu notre relation jusqu'alors. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ai-je demandé, d'une voix calme mais ferme. Une professionnelle me traite avec respect et dignité. Et ça, c'est une menace pour toi? Elle te drague, a-t-elle affirmé. C'est complètement inapproprié. Peut-être bien, ai-je reconnu. Mais ce qui en dit long, c'est à quel point ça me surprend. À quel point un simple geste de gentillesse et d'attention me paraît lointain, presque étranger. L'expression de ma femme a vacillé une seconde, avant de redevenir dure. Donc c'est de ma faute. Je suis la méchante parce que je ne passe pas mon temps à te flatter avec des compliments bidons? Non, ai-je répondu doucement. Tu n'es pas une méchante. Tu es une personne blessée, qui a fini par me blesser aussi. Mais je ne peux pas continuer à payer pour des choses qui se sont passées avant même qu'on se connaisse. Autour de nous, le réfectoire s'était vidé, ne laissant que l'écho de notre dispute dans la salle. Qu'est-ce que tu es en train de dire? A-t-elle exigé. Je dis que je mérite plus que des critiques constantes et des humiliations en public. Et si ça ne peut pas venir de notre mariage, alors peut-être que notre mariage est arrivé à sa fin. Son visage a pâli. Tu me quitterais pour elle. Ça n'a rien à voir avec elle, ai-je répété, et j'ai compris que c'était vrai. Ça a à voir avec le fait de reconnaître enfin ce que j'ai laissé se produire. Et de décider que ça s'arrête maintenant. Je me suis éloigné, non pas en direction du bureau de la thérapeute, mais vers notre chalet, pour faire mes affaires. Ce qui allait venir ensuite, une réconciliation ou une séparation, se ferait selon de nouvelles règles. L'équilibre du pouvoir avait changé. Pas à cause de l'intérêt d'une autre femme, mais parce que j'avais enfin reconnu ma propre valeur.
Quand je suis arrivé à la porte du chalet, mon téléphone a vibré avec un message. Le nom de la thérapeute est apparu à l'écran, accompagné d'une simple phrase. Quelle que soit ta décision, souviens-toi, ta valeur ne dépend pas du regard des autres. J'ai souri devant l'ironie qu'une personne qui me connaissait à peine voyait ce que ma partenaire de 7 ans n'avait jamais vu. Que la véritable masculinité n'a rien à voir avec la domination ou l'apparence physique, mais tout à voir avec l'intégrité, la compassion et le respect de soi. Des qualités que je commençais enfin à retrouver, une conversation difficile à la fois. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire montre que parfois, il suffit d'un instant de lucidité pour réaliser à quel point on s'efface dans une relation toxique. Il ne s'agit pas de chercher la validation chez quelqu'un d'autre, mais de retrouver sa propre valeur. Et vous? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Partagez votre avis dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. Si vous avez aimé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires. À très bientôt.